Vous vous souvenez de ma dernière vidéo où je décortiquais les théories sur l'origine du parasite de Kafka? Eh bien aujourd'hui, on va devoir toutes les revoir. Le manga vient de passer un cap décisif, et Naoya Matsumoto a laissé s'échapper des indices tellement lourds qu'il nous force à analyser l'intrigue depuis le tout premier chapitre. Oubliez les théories de comptoir. Si on croise la logique biologique, les faits historiques du manga et les indices visuels cachés sous nos yeux, on arrive à une conclusion qui commence à secouer toute la communauté. Le parasite ne serait ni un alien, ni une arme biologique moderne, mais l'héritage direct des anciens samouraïs de l'époque d'Edo. Et les détails pour appuyer ça sont fascinants. Rappelez-vous de cette scène très étrange au début de l'histoire, dans le sanctuaire, où Kafka voit apparaître la silhouette spectrale d'un samouraï portant un masque de démon. Pendant longtemps, on a pensé à un simple délire visuel ou à un gag. Mais soyons logiques, regardez le contexte. Oshina est pile en train d'expliquer que sa lignée élimine des Keiju depuis des siècles, et ce sanctuaire est là pour honorer les guerriers tombés. Pourquoi ce fantôme n'apparaît-il qu'à Kafka? La force de défense a des technologies de pointe, mais personne n'a jamais parlé de fantôme. La réponse est probablement biologique, le parasite dans le corps de Kafka a réagi par pure résonance en entrant sur la terre de ses créateurs. C'est le premier gros indice qui lie la puissance du Keiju numéro 8 à l'histoire et au sang du Japon féodal. Et c'est là que le contexte historique entre en jeu, le grand incendie de Meruki en 1657. L'auteur n'a pas choisi cette date au hasard. Dans notre monde, ce feu a ravagé Edo. Dans le manga, on découvre que le responsable était un Keiju de taille historique. Alors connectons les points, à une époque sans laser, sans armes à feu avancées et sans combinaison de combat, comment les hommes ont-ils terrassé ce monstre? Le manga nous montre une réalité brute, les samouraïs attaquaient au sabre, au corax en grave corps, brisant leurs lames sur la peau du monstre. Pour survivre, ils ont commencé à forger leurs armes en y intégrant des morceaux de Keiju. Le manga laisse fortement entendre que leurs combats répétés contre les Keiju ont pu conduire à un mélange progressif entre leurs tissus et ceux des monstres. À force de combattre dans le sang, leur propre génétique a fini par s'imprégner de cette menace. C'est le cœur de la théorie, cette concentration extrême de volonté de fer, de rage et d'ADN muté au milieu des flammes ne s'est pas évaporée. Dans l'univers de Keiju numéro 8, l'énergie biologique et la volonté sont liées. Cet héritage s'est condensé à travers les siècles pour former cet organisme miniature à la densité folle. Quand la créature entre dans la bouche de Kafka à l'hôpital en disant « Je t'ai trouvé », ce n'est pas un insecte au pif. C'est l'aboutissement d'une recherche de plusieurs siècles. Pour trouver le réceptacle mental parfait, capable de reprendre le flambeau de cette guerre historique. Et d'un coup, le mystère le plus légendaire du chapitre 1 s'explique, le score de 0% de Kafka au test de synchronisation. Tout le monde s'est moqué de ce trentenaire incapable d'activer sa combinaison. Mais si la théorie est vraie, tout prend un sens. Les combinaisons de la force de défense sont faites à base de Keiju neutralisés. Si le corps de Kafka rejette à 100% leur énergie, ce n'est pas parce qu'il est faible. C'est parce qu'au niveau cellulaire, sa génétique est déjà verrouillée et réservée pour une autre force, la compatibilité exclusive avec le numéro 8. Les ordinateurs des scientifiques ont juste lu ce conflit cellulaire comme un bug ou un score de 0. Le parasite n'a pas choisi le génie génétique de Kikoru, ni la technique de Reno. Il cherchait un jumeau spirituel. Quelqu'un doté de cette même folie pure, cette volonté de protéger les autres quitte à y laisser sa vie, exactement comme les gardiens d'Edo autrefois. Quand Kafka, brisé sur son lit d'hôpital, hurle sa rage en disant « Je dois vivre pour me tenir à ses côtés », le déclencheur mental s'active. Le parasite a trouvé son double. C'est une passation de pouvoir qui traverse les générations. Ce twist, s'il se confirme à 100%, détruit complètement la théorie populaire du voyage dans le temps où le numéro 8 serait un Kafka du futur. Naoya Matsumoto installerait quelque chose de bien plus fort, un récit traditionnel oriental basé sur l'héritage, le sacrifice et la transmission. Mais cette logique cache une immense tragédie pour la fin du manga. Ce pouvoir n'est pas gratuit, c'est un concentré de haine et de guerre. Dans les derniers chapitres, le changement visuel est terrifiant. À chaque transformation, les tissus du Keiju dévorent un peu plus le corps humain de Kafka. Faire marche arrière devient impossible.
Et voilà la vraie question, si Kafka abrite en lui la volonté de milliers de guerriers obsédés par l'extermination des monstres, combien de temps sa propre raison va-t-elle tenir? Un homme bon peut-il contrôler une machine à tuer vieille de plusieurs siècles, ou le quai Juno? Lui va-t-il finir par effacer totalement Kafka pour le transformer en un monstre froid, identique à ceux qu'il combat? Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ces indices. Est-ce que Matsumoto nous prépare le plus grand virement de situation de l'œuvre? On analyse tout ça en bas.